L'histoire de Versailles. Il était une fois un roi de France qui s'appelait Louis XIII. Passionné de chasse, Louis XIII trouve à Versailles un endroit riche en gibier et décide d'y faire construire en 1623 un pavillon de chasse afin de pouvoir s'adonner à son passe-temps favori. Le pavillon de chasse est petit et peu confortable, mais il s'y sent bien. À la mort de Louis XIII, c'est son fils aîné Louis XIV qui devient roi. Mais Louis XIV, alors âgé de 4 ans, est trop jeune pour régner. C'est donc sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin qui exercent le pouvoir à sa place jusqu'à sa majorité. C'est ce qu'on appelle une régence. Pendant l'enfance de Louis XIV, les nobles se sont révoltés contre la régente et Mazarin. On appelle cette révolte la Fronde. Louis XIV, encore enfant, doit s'enfuir de Paris car il est en danger. Jamais il n'oubliera. À 13 ans, Louis XIV est majeur et peut désormais régner sur la France. Il est officiellement roi et épouse Marie-Thérèse d'Autriche 6 ans plus tard. Le jeune roi choisit l'emblème du soleil pour le représenter. Parce que, comme le soleil, il est à nul autre pareil, en latin « nec pluribus impar », qui deviendra sa devise officielle. Souhaitant rester loin de Paris et des mauvais souvenirs de la Fronde, Louis XIV décide d'installer son gouvernement à Versailles. Afin de loger la famille royale et les 7000 courtisans, il entreprend de grands travaux d'agrandissement. Ce qui était autrefois un modeste pavillon de chasse se transforme peu à peu en un somptueux palais royal où luxe et festivités se succèdent. Véritable chef d'orchestre, le roi organise chaque moment de ses journées et de celles de ses courtisans. Il instaure même l'étiquette, un ensemble de règles de vie et de bienséance à la cour. Le roi commence sa journée à 8h30. Avec la cérémonie du lever, il se lève en public. À 10h, c'est la messe. À 11h, le roi dirige son conseil. Puis vient l'heure du dîner, à 13h, où le roi mange généralement seul à table, mais en public. L'après-midi se passe à la chasse ou en promenade, et à 22h, le roi soupe en compagnie de la famille royale. La journée se termine enfin par la cérémonie du coucher vers 23h30, toujours en public. Louis XIV n'est pas seulement un roi organisé, c'est aussi un amateur d'art en tout genre. Il s'entoure des plus grands artistes de son époque. Sous son règne, Versailles fait rayonner la France dans le monde entier. C'est d'ailleurs à son initiative que les magnifiques jardins à la française et la célèbre galerie des glaces voient le jour. Le roi Soleil meurt à l'âge de 77 ans, après 72 ans de règne, le plus long de France. Le roi est mort, vive le roi. À la mort de Louis XIV, c'est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui devient roi de France. Mais trop jeune pour régner seul, c'est son grand-oncle, le régent Philippe d'Orléans, qui règne sur la France. Une fois majeur, Louis XV devient roi. Il se marie avec Marie Ledzinska, fille du roi de Pologne, avec qui il n'aura pas moins de 10 enfants. Vif d'esprit mais manquant de confiance en lui, c'est un roi secret qui préfère l'intimité des petits appartements du château à la vie publique. Le règne de Louis XV est contrasté par les grands succès militaires de la France sur le plan européen et la perte de contrôle d'une grande partie de son empire colonial. Quand il n'est pas occupé par la guerre, le roi s'intéresse à l'histoire et à la géographie. Il est également amateur de botanique et encourage les missions scientifiques à rapporter des plantes de pays lointains. Souhaitant renforcer ses alliances en Europe, Louis XV décide de marier son petit-fils, futur Louis XVI, à Marie-Antoinette, fille de l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse. 4 ans après cette union, Louis XVI devient roi à la mort de son grand-père. Le nouveau roi est très inquiet du fait de son jeune âge. Il prononce alors cette phrase « Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes. » Louis XVI est un roi éclairé. Familier de la philosophie des Lumières, parlant couramment l'anglais, c'est aussi un ingénieur dans l'âme qui s'intéresse beaucoup à l'horlogerie et à la serrurerie. Marie-Antoinette, quant à elle, est une reine qui a du mal à s'habituer à la vie de cour et qui préfère la tranquillité du petit Trianon où elle aime se réfugier avec ses proches. Elle s'intéresse notamment au théâtre et à la mode.
Louis XVI s'entoure des plus grands scientifiques de son époque. C'est d'ailleurs sous son règne qu'aura lieu l'expédition autour du monde de La Pérouse, ayant pour but notamment l'exploration de l'océan Pacifique. Il assiste également avec Marie-Antoinette au premier vol en montgolfière en 1783. Un mouton, un canard et un coq s'envolent ainsi pour la première fois à plus de 500 mètres d'altitude. Mais non loin de la cour et de son faste, le peuple gronde, accablé par les impôts et le manque de vivres pour se nourrir. Une révolte se prépare. En mai 1789, la France est ruinée et Louis XVI convoque les États généraux pour lancer les réformes. Mais voyant que cela n'aboutit pas, les représentants du peuple, le tiers-État, quelques membres de l'Église, le clergé et la noblesse se réunissent dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, où ils prêtent serment de donner une constitution à la France avec de nouvelles lois plus égalitaires pour tous. Le 14 juillet 1789, le peuple décide de prendre les armes et de s'en prendre à un symbole du pouvoir, la prison de la Bastille. Cet épisode marque le début de la Révolution. Les mois qui suivent, la crise continue et finalement, le peuple décide de marcher sur Versailles. Contrainte par la force, la famille royale quitte Versailles pour Paris. Son départ est définitif. Le château cesse alors d'être la résidence des rois. 2 années plus tard, la famille royale tente de fuir incognito. Mais le profil du roi est reconnu à Varennes grâce à une pièce de monnaie et la famille est arrêtée. Le peuple voit cette évasion comme une trahison. Louis XVI est emprisonné, puis jugé et condamné à mort. C'est la fin de la monarchie. Marie-Antoinette passera ses derniers jours enfermée en prison à la Conciergerie de Paris avant de subir le même sort que son mari. Après la Révolution, le château est délaissé et les meubles sont vendus aux enchères. Le rideau se ferme alors sur Versailles. Après près de 20 ans d'oubli, Versailles sort de sa torpeur avec l'arrivée de Napoléon Ier. L'empereur des Français entreprend des rénovations, notamment au domaine de Trianon, laissé à l'abandon. Il faudra ensuite attendre l'entrée en scène de Louis-Philippe, roi des Français, qui décide de faire du château de Versailles un musée dédié à toutes les gloires de la France. Il aménage notamment une grande galerie, longue de 120 mètres, qui retrace les grandes batailles de l'histoire de France. C'est la Galerie des Batailles. Lieu de pouvoir et longtemps capitale de la République, Versailles reste imprégné d'une forte dimension politique. Au début de la Troisième République, tout le gouvernement français s'installe au château, puis ce sont les chambres des sénateurs et des députés qui vont y siéger, les uns dans l'Opéra Royal, les autres dans une salle que l'on construit exprès, l'actuelle salle du Congrès. Durant la Première Guerre mondiale, le château est contraint de fermer ses portes aux visiteurs. C'est la première fois depuis que Louis-Philippe a ouvert son musée. Une fois la guerre terminée, c'est à Versailles que les chefs d'État des pays en guerre se retrouvent pour signer le traité de paix. On l'appelle d'ailleurs le traité de Versailles et il est signé dans la Galerie des Glaces. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château craint une attaque par les airs et met à l'abri tout ce qui peut l'être. Le Grand Canal est ainsi asséché et certaines sculptures barricadées. Les œuvres sont dispersées pour être mises à l'abri dans différents châteaux de province, car on craint que le château ne soit pris pour cible. Les œuvres ne regagneront pas Versailles avant la fin du conflit, certaines même bien après. Renforçant encore l'image de Versailles comme lieu de pouvoir, en 1963, le général de Gaulle fait restaurer le Grand Trianon dans l'idée de le transformer en résidence présidentielle. Après de nombreux travaux de modernisation, le Grand Trianon accueille depuis les chefs d'États étrangers en visite officielle en France, confirmant une fois de plus le caractère politique de Versailles. Aujourd'hui, le château de Versailles est le 3e lieu touristique en France. Des millions de visiteurs viennent du monde entier pour découvrir son histoire unique et admirer la beauté de son architecture.